Donc bonjour à tous pour ceux qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Donc on va pouvoir débuter la présentation. Tout le monde entend bien, même au fond? Ok. Les derniers rangs entendent bien, donc c'est nickel. Donc moi je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mickaël Lebihan de la direction interrégionale Bretagne-Pays de la Loire de l'Agence française pour la biodiversité. Et je suis Alexandra Hubert, donc à la même délégation à Rennes, enfin Cesson-Sévigné. Donc on va vous présenter à deux voix la construction de ce guide qui s'intitule Aide à l'élaboration d'un programme pour le suivi des travaux de restauration de cours d'eau, spécifiquement sur continuité et hydromorphologie. Et on va vraiment essayer d'illustrer au fil des diapositives le guide à l'usage des gestionnaires de milieux aquatiques. Donc voici le plan de notre présentation. Après avoir fait un point sur l'origine et les objectifs du guide, on va regarder un peu plus concrètement comment on peut l'utiliser avant d'arriver à certains exemples d'utilisation pour que ce soit un peu plus concret. Et on finira par les perspectives et les travaux à mener par rapport à ce guide. Et donc n'hésitez pas en fait à poser des questions à chaque fois que cette diapo-là reviendra. On va faire en grande partie. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez sur la partie qui vient d'être décrite. Donc pour revenir un peu sur l'origine du guide et pourquoi ce guide, c'est depuis 2014, on a, en échangeant avec tous les partenaires ici présents et un certain nombre de personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, effectivement, on a constaté collectivement une difficulté à évaluer l'efficacité ou l'efficience des travaux dans le cadre des contrats territoriaux. Donc dans certains cas, ça pouvait être des mauvaises définitions des objectifs des suivis. Dans d'autres cas, c'était des méthodologies qui n'étaient pas toujours adaptées en termes de temps pour mettre en place les mesures, en termes de nombre de stations, en termes de capacité à avoir certains matériels ou certains temps plus coûteux. Et enfin, ce qui nous était souvent rapporté, c'est qu'il y avait une absence de documents cadres pour réaliser des petits suivis dans le cadre des contrats territoriaux en fonction des différents départements. Donc, l'origine vraiment de la démarche, c'est au cours de l'année 2015, on a reçu à l'ONEMA, maintenant devenu AFB, plusieurs sollicitations pour réfléchir à des guides sur les suivis. Il y a l'Agence de l'eau Loire-Bretagne qui avait une chargée de mission en apprentissage qui réalisait un travaux sur les suivis. Il y avait des cellules du Conseil général ou structures de niveau départemental qui initiaient également des réflexions sur les suivis. Il y avait un certain nombre de CTMA qui commençaient la rédaction de guides spécifiques pour mener en place des suivis dans le cadre des CTMA. Donc quand on a vu qu'on avait 3, 4, 5 documents à relire spécifiques au suivi, on s'était dit que ça pouvait être intéressant de tous travailler ensemble, donc d'essayer de partager un peu ces réflexions. Donc c'est pour ça qu'il y avait eu d'initier sur le territoire Bretagne-Pays de la Loire une réunion qui a eu lieu le 15 juin 2015 à la direction de l'ONEMA, à Cesson-Sévigné, qui avait réuni 27 personnes. Donc l'intérêt, ça avait permis une première rencontre, ça avait permis de partager un peu les problématiques qu'on rencontrait par rapport au suivi et l'intérêt de travailler en commun. La limite de cette première réunion, c'est que du fait des locaux disponibles et du temps qu'on avait pris pour préparer cette réunion, elle n'était pas aussi élargie que prévu. Donc il y avait eu un certain nombre d'acteurs qui avaient montré leur intérêt d'également participer à une nouvelle réunion si on en retrouvait sur les suivis. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est plus largement présent pour échanger autour de cette thématique. Donc suite à cette réunion du 15 juin 2015, on a demandé à la fin de la réunion, un des bilans, c'était d'essayer de réfléchir à l'élaboration d'un guide sur les suivis dans le cadre des CTMA. Donc il y a eu la constitution d'un groupe de travail réunissant l'ONEMA FB, donc représenté par Alexandra et moi-même pour la partie rédaction, l'institution de l'aménagement de la Vilaine avec Nathalie Pêcheux ici présente, le centre de ressources et d'expertise scientifique sur l'eau de Bretagne, le CRESEBL, avec Laurent, le syndicat intercommunal du bassin du Sémenon avec Camille et également des étudiantes en stage Pascaline et Anne. Et enfin le syndicat Loire-Aval avec plusieurs chargés de mission qui sont intervenus pour nous accompagner sur cette démarche. Donc nous remercions également pour le document produit. Donc l'idée c'était d'essayer de construire un guide qui se voulait assez simple, donc pas trop de pages, assez rapide à lire, assez ludique, construit de manière à peu près pédagogique,
c'est encore possible de l'améliorer. Et l'idée, c'était que le guide s'adresse aux gestionnaires de milieux aquatiques et aux maîtres d'œuvre qui les accompagnent. C'était d'arriver à proposer une méthodologie commune pour le suivi des travaux de restauration des cours d'eau. Et l'idée, c'est qu'il puisse servir à élaborer un programme de suivi à l'échelle du bassin versant dès la conception du programme d'action. Alors juste au niveau du calendrier, comme Mickaël l'a dit, le travail a commencé en mars 2016, donc grâce à Pascaline Segui, donc stagiaire de master au syndicat de bassin versant du Semnon avec Camille Chrétien. Et donc en fait, elle a commencé par faire une grosse synthèse bibliographique et la rédaction de quelques fiches actions. Donc ensuite, le travail a continué jusqu'à cette année où le syndicat de bassin versant du Semnon a repris un stagiaire qui là a plus testé sur le terrain en fait les méthodes préconisées dans le guide et notamment le temps pour réaliser ces méthodes sur le terrain. Donc suite à ça, on a repris quelques retours d'expérience dans le guide. Donc en fait, ce document est vraiment en version provisoire de chez Provisoire. Donc en fait, il y en a quelques exemplaires ici, on en a imprimé une dizaine, mais tous les logos sont pas passés, mais voilà. On va vous le donner, on peut le faire passer aujourd'hui sur clé, et de toute façon, on vous le fera passer en version modifiable après la réunion. Et donc, il faudra pas hésiter surtout de nous dire tout ce qui va pas, toutes vos réactions, tous vos compléments et les propositions de modification. Parce qu'en fait, on compte vraiment les modifier et revenir dessus toute l'année prochaine. Donc l'idée du guide, c'est qu'il soit vraiment complémentaire aux documents présentés durant la première intervention que vous avez eue de Marlène Benoît, de Marlène, donc qui était sur le spécifique au suivi scientifique minimal. Oui, désolé. Ouais. C'est une bonne amie, mais ouais, je me suis trompé. Donc, elle a expliqué vraiment le contenu du suivi scientifique minimal. Donc, nous, en fait, le document, c'est vraiment l'aide à l'élaboration du programme de suivi qui vise des efforts de restauration faibles à forts, où on attend des résultats plus à l'échelle du segment, c'est une échelle plus rapprochée. On intègre des facteurs limitants qui peuvent être négligeables à forts. L'idée dans le cadre de ce guide, c'est qu'on soit sur une station, donc vraiment des protocoles un peu plus légers. Et la période idéale des suivis dans le cadre de ce guide, c'est d'avoir à minima un suivi à N pour avoir un état initial avant travaux, à N+2, N+3. Donc l'intérêt, c'était que la bancarisation puisse se faire dans un premier temps à l'échelle interrégionale. Donc ça, c'est une réflexion qui est encore à construire. On échangera sur cet aspect bancarisation tout au long de l'après-midi. Donc si vous avez des questions spécifiques à la bancarisation, n'hésitez pas à les garder de côté pour cet après-midi. Et l'idée des différents indicateurs et méthodes qui sont proposés, c'est que ça puisse être réalisé potentiellement en régie par une ou deux personnes ou alors à l'aide d'opérateurs externes, type des bureaux d'études. Alors en fait, certains des objectifs de ce document-là, c'est donc d'abord de disposer d'un référentiel commun à tous. Donc on a vu que c'était une des demandes aussi de tous les gestionnaires. De connaître l'évolution du milieu, donc on est bien à l'échelle de la station, de la zone de travaux après restauration, et d'impliquer les décideurs, donc les élus, etc., afin de faciliter leur adhésion au projet, qui soit actuel mais aussi à venir. Donc on parle bien là de valorisation des résultats. Alors par contre, on a vraiment essayé de faire attention lors de la rédaction de ce guide-là. Donc surtout par rapport aux contraintes financières que vous pouvez avoir dans les syndicats de bassin versant, etc. Et la disponibilité des équipes techniques. Donc souvent on parle d'une personne qui est disponible pour aller sur le terrain et faire des suivis. Donc un des objectifs à terme de ce guide, c'était d'arriver à, comme une des remarques qui avait été annoncée tout à l'heure, c'était d'arriver à terme à avoir un patrimoine important de données sur l'ensemble du territoire dans des contextes variés. Nous, on est sur 2 régions, Bretagne, Pays de la Loire, donc ça nous fait différents départements, différents sages, des bassins versants différents, des types de cours d'eau qui sont vraiment très variés, avec des pressions spécifiques en fonction des territoires. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un grand pool de données pour notamment améliorer dans un premier temps les connaissances sur la mise en œuvre des techniques de restauration, parce qu'on sait encore qu'on peut encore les améliorer en termes de modalités techniques. On s'interroge également sur la pérennité dans le temps des effets. Donc c'est des questions qu'il est important que les suivis puissent interroger. Et enfin, l'idée, c'est d'alimenter la réflexion
sur les effets des opérations de restauration et par rapport au guide qu'on a rédigé et par rapport aux limites des suivis biologiques qui imposent des suivis plus robustes, on s'est focalisé essentiellement sur la description du milieu physique. Donc là, c'est ce qui a été rappelé, c'est que les suivis biologiques, l'IBG pour les macro-invertébrés, l'IPR pour les poissons, l'IBMR pour les macrophytes et l'IBD pour les diatomées, demandent plus de temps de mise en œuvre, du matériel spécifique, des compétences pour la détermination des individus. Et ce qui est compliqué, c'est que si on veut vraiment réussir à comprendre les tendances au niveau des communautés biologiques, comme ça a pu être rappelé dans les premières présentations de Marlène, c'est qu'il faut vraiment plusieurs années et plusieurs stations pour vraiment réussir à appréhender les évolutions des peuplements à l'aide des protocoles standardisés. Ok. Alors pour en venir vraiment au guide, donc ça concerne spécifiquement les opérations de restauration des cours d'eau qui concernent la continuité écologique. Donc c'est tout ce qui regroupe les opérations sur les obstacles transversaux, seuils et barrages. Et donc cette continuité écologique, ces opérations, on les a divisées en deux. Donc les opérations sur les ouvrages qui sont inférieurs à 0,5 m de chute ou les ouvrages qui sont supérieurs à 0,5 m de chute. Pourquoi cette limite? C'est en fait tout simplement en application en fait de la loi de 92 sur l'eau. Donc c'est bien écrit dans la loi, cette limite de 0,5. Et donc on parle bien de 0,5 m de hauteur de chute pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage. Et on prend en compte également les travaux sur l'hydromorphologie, donc qui regroupent toutes les opérations qui touchent aux lit mineurs et ou aux berges du cours d'eau. Donc par contre, le présent guide, il ne va pas concerner les restaurations de zones humides, de marais et d'annexes hydrauliques. En effet, pour les suivis spécifiques de ces milieux, il y a déjà un certain nombre de documents qui existent. Par exemple, on a cité la mallette d'indicateurs de travaux et de suivi en zone humide réalisée par le Forum des marais de l'Atlantique. Vous avez la couverture en haut à gauche. Ce travail ne concerne pas non plus la suppression ou l'atténuation d'altérations ponctuelles, type des pollutions ponctuelles, des érosions ponctuelles, et il ne prend pas en compte à ce stade non plus des altérations plutôt spécifiques, notamment les espèces invasives. Et pour finir, ça a pu être rappelé par Laurent tout à l'heure, c'est qu'il n'intègre pas non plus l'évaluation des perceptions sociales. Donc il y a un certain nombre de documents que vous pouvez trouver sur les perceptions sociales. On vous a cité pour exemple un document de l'AFB de la collection Comprendre pour agir, qui s'intitule Connaître les perceptions et représentations, quel apport pour la gestion des milieux aquatiques. Et on vous mettra dans le compte-rendu de la réunion les liens vers les travaux menés sur le CRESEB, par le CRESEB sur cette thématique des perceptions sociales. Est-ce que vous avez des questions sur la partie qui vient d'être présentée? Non. Du coup, on va continuer. Donc pour son utilisation, donc vous allez le voir quand vous allez ouvrir le guide, en fait le cœur de ce document c'est le logigramme que vous voyez là. Donc en fait c'est un petit schéma qui va proposer au gestionnaire une démarche donc bien étape par étape pour élaborer et mettre en œuvre sa stratégie de suivi. Donc il est composé un peu en deux parties. La première partie elle sera plutôt méthodologique. Et donc là, on parle bien d'une partie qui permet d'apporter des éléments de réflexion. Donc ce sont bien des aides à la définition de l'ambition de restauration, qu'on verra tout à l'heure, l'aide pour bien prendre en compte les facteurs limitants sur ces sites, et une aide pour déterminer le niveau de suivi à appliquer. Toutefois, on est bien d'accord qu'il appartient au gestionnaire d'effectuer sa propre analyse en fonction de son contexte local. Et il y a une partie qui sera plutôt pratique, où là, vous allez pouvoir retrouver les fiches indicateurs, donc qui vont vous permettre de sélectionner les méthodes à mettre en place. Donc, on est bien par type d'opération et par niveau de suivi. Il y aura également des fiches méthodes, qui seront là, en fait, un petit peu des fiches recettes de la méthode à appliquer. Et puis, plus tard, il y aura des fiches standards de récolte et de saisie des données. Donc ça, c'est une partie qu'on n'a pas encore pu développer dans le guide, mais qu'on compte faire, on compte faire ça plutôt l'année prochaine. Donc, comme l'a rappelé Alexandra, il y a différents aides qui sont apportées au sein du guide pour appuyer un peu la définition de l'ambition de la restauration. Donc, pour définir l'ambition de la restauration, il y a un petit clic chou. Ça va être déterminé en fait en fonction de la technique de restauration mise en œuvre et du linéaire influencé par les travaux.
Donc là, c'est un petit tableau qui est proposé pour essayer de cadrer un peu qu'est-ce qu'on entend par ambition faible, moyenne et forte. Donc sur la petite bande verte, bleue, vous avez ces fameux niveaux d'ambition. Et pour ceux qui arrivent moins à tourner la tête, c'est les différentes typologies d'opérations, continuité et hydromorphologie qui sont mis sur le côté en fait. C'est pour ça qu'on va distinguer par exemple des petits aménagements qui visent à améliorer le franchissement piscicole, un petit recalage de buse, qu'on va avoir une ambition assez faible. Et à l'inverse, on peut avoir des arrasements totaux d'ouvrages de 1,50 m de haut qui vont être des ambitions assez fortes en termes d'intervention. Ça, c'était des exemples pour la continuité écologique. Et pour l'hydromorphologie, on va par exemple avoir une recharge granulométrique sur 25 mètres pour un cours d'eau qui fait 1 mètre de large. Donc là, on va être vraiment sur des niveaux d'ambition plus faibles. Et à l'inverse, en ambition fort, on peut avoir une remise à ciel ouvert totale sur 300 mètres. Donc l'idée, c'était vraiment de coupler les techniques mises en œuvre avec le linéaire et les hauteurs de chute pour la continuité. Donc la deuxième étape, donc après avoir bien défini les objectifs définitifs des suivis, c'est de choisir le niveau du suivi. Donc il faut savoir que nous, on a déterminé 3 niveaux. Le niveau 1, donc en fait, ça se compose d'informations très simples à collecter. Et là, on parle bien de toutes les actions de restauration, quelles qu'elles soient, qui rentrent dans le guide. Donc cela, en fait, doit permettre de disposer d'un suivi de base à l'échelle locale et avec des données récoltées sur l'ensemble du territoire par tous. Ensuite, on a un niveau 2 qui est plutôt un niveau intermédiaire entre le niveau 1 et le niveau 3. Et là, en fait, c'est appliqué aux projets qui sont déjà un peu plus ambitieux ou avec moins de facteurs limitants. Et ensuite, on a un niveau 3. Et en fait, ce niveau 3, c'est le suivi scientifique minimal, donc qui est appliqué, comme on l'a dit, aux projets très ambitieux et qui ne présentent pas ou très peu de facteurs limitants. Donc, au sein du guide, nous n'avons pas développé ce niveau 3 du suivi scientifique minimal, puisqu'il y a un document en cours de rédaction qui sera bientôt disponible. Donc, pour choisir ce niveau de suivi, en fait, on va revenir sur un croisement entre l'ambition de restauration que Mickaël vient de vous présenter et l'incidence des facteurs limitants. Vous allez trouver dans le guide un tableau que vous voyez là en tout petit qui va en fait aider à prendre conscience de qu'est-ce qu'un facteur limitant. Donc pour nous, des facteurs limitants, en fait, c'est l'ensemble des facteurs qui vont limiter les effets bénéfiques attendus d'une opération de restauration du cours d'eau. Ils peuvent être au niveau de l'hydrologie, donc des étiages sévères, une crue importante. Ça peut être au niveau de la qualité d'eau, donc des pollutions ponctuelles ou diffuses. Ça peut être le colmatage, donc un apport fort des MES par rapport dans le bassin versant, une température élevée, des espèces invasives ou envahissantes, ou encore une capacité de colonisation qui va être limitée dans les zones de source. Tout ça, pour nous, ce sont des facteurs limitants. Et donc, on va vous montrer quelques exemples concrets. Il y en a qui vont reconnaître leur territoire. Donc, par exemple, dans Ille-et-Vilaine, ruisseau de la Mécanique, une remise à ciel ouvert sur 1,3 km. Là, il n'y a pas de souci, l'ambition de restauration, elle est forte. Par contre, il faut savoir que ce ruisseau, il coule en plein milieu de la commune de Chartres-de-Bretagne. Donc, c'est vraiment dans un contexte très urbain. Et en plus de ça, ce ruisseau, il tombe en assec. Cette année, il est tombé en assec dès le début du mois de juin 2017. Donc là, on peut dire, les facteurs limitants, ils sont relativement forts. Et donc là, on a choisi d'appliquer un niveau de suivi qui est intermédiaire. Autre exemple, restauration de la continuité écologique, donc la construction d'une passe en enrochement sur un cours d'eau. Donc on est bien sur la construction d'une passe en enrochement, donc pour la continuité piscicole. Donc là, l'ambition de restauration, on va dire qu'elle est plutôt faible. Et donc là, il n'y a pas de question à se poser. Sur l'incidence des facteurs limitants, notre niveau de suivi va être du niveau 1 basique. Dernier exemple, suppression du barrage de Ponsal dans le Morbihan, ouvrage de 8 mètres de haut, etc. Premier ouvrage à la mer. Donc là, on est sur une ambition qui est forte et l'incidence des facteurs limitants est relativement négligeable. Du coup, là, on a appliqué le niveau de suivi 3. On est bien sur du suivi scientifique minimal, donc beaucoup plus lourd. Donc l'idée, une fois qu'on a réussi à sélectionner ces 3 niveaux de suivi, on en arrive à la sélection des indicateurs et des méthodes à mettre en place. Donc on a réalisé
On s'est basé en fait pour prendre la typologie d'action sur la même typologie qui est utilisée dans ce document que certains connaissent. C'est le recueil d'expériences sur l'hydromorphologie des cours d'eau qui avait été publié pour la première fois par l'ONEMA en 2015. Donc c'est vraiment les mêmes typologies. Quand on parle de remise à ciel ouvert, de déblai remblai, on a essayé de se caler sur les mêmes termes pour pas qu'il y ait des typologies différentes d'utiliser à chaque fois. Donc par exemple, pour la restauration de la continuité, pour les ouvrages inférieurs à 0,50 de hauteur de chute, on a deux typologies d'ouvrages qui sont aménagement piscicole et arasement total de l'obstacle. Pour les ouvrages supérieurs ou égal à 0,50, on a trois typologies, c'est aménagement piscicole, arasement partiel, et on sépare l'arasement total. Vu que c'est des ouvrages plus ambitieux, des projets plus ambitieux, les méthodes de suivi vont pas être les mêmes. Quand on en arrive dans la deuxième grande partie, restauration de l'hydromorphologie du lit mineur, on distingue 6 différentes typologies d'opérations: les déblais remblais des berges, la recharge du matelas alluvial, les diversifications des faciès écoulements, le reméandrage, le remise dans le talweg et la remise à ciel ouvert partiel ou total. Donc l'idée, c'est que là on vous présente une fiche indicateur. C'est juste un exemple. Donc il faut se dire qu'il y en a une pour chacune des typologies que je viens de vous décrire. Donc là, pour la continuité écologique, on vous a cité l'exemple de l'arasement total. Donc c'est bien marqué par type d'opération. Donc on voit sur le schéma, on va retrouver l'ensemble des objectifs de restauration qui sont associés à l'arasement total d'un ouvrage. On retrouve les deux niveaux de suivi. Donc le petit bleu clair, c'est les indicateurs à mettre en place dans le suivi de niveau 1. Et pour le niveau de suivi 2, on va trouver un certain nombre d'indicateurs complémentaires. Et enfin, là, ça va être l'ensemble des méthodes proposées pour réussir à vraiment mettre le suivi en place. Donc, au total, il y a 10 fiches indicateurs qui vous sont proposées, qui correspondent bien au tableau qu'on vous a proposé avant. Donc là, aux 10 typologies qu'on retrouve au début du document. Ça en fait 4 pour la continuité écologique et 6 pour la restauration de l'hydromorphologie. Et donc on voit que dans ces fiches indicateurs, comme Michael l'a dit, il y a des méthodes qui vous sont proposées, que ce soit par niveau de suivi 1 ou 2. Et donc en fait, ça va vous rapporter dans le document à des fiches méthodes. Donc pareil, ces fiches méthodes, donc on retrouve bien le nom de la méthode en haut, le numéro de la fiche, l'objectif du protocole, la durée et les moyens nécessaires, donc soit moyens humains, donc là on voit qu'il y a un petit bonhomme, donc ça nécessite une personne, et les moyens matériels, donc là appareil photo, GPS, la description de la mise en œuvre sur la face terrain et en face bureau, et enfin des points de vigilance qu'on a déjà pu avoir grâce à quelques retours d'expérience. Il faut savoir qu'on a essayé au maximum, comme on l'a dit, de mettre des méthodes simples à mettre en œuvre et qui nécessitent peu de matériel ou pas trop de matériel spécifique. Donc dans le guide, vous allez retrouver 13 fiches méthodes qui vont vous demander entre 5 et 20 minutes de terrain et c'est peut-être un petit peu abusé, 1 minute à 15 minutes de bureau et qui nécessitent une seule personne pour la mise en œuvre. Donc là, on est sur la hauteur de chute à l'étiage, les ruptures d'écoulement, donc juste observation, rupture d'écoulement, habitat complémentaire, colmatage par le protocole Archambault ou par la méthode des bâtonnets en bois adaptée du protocole Caris, le suivi photographique, le linéaire amont réouvert à la circulation piscicole, profil en travers, indice de sinuosité par mesure SIG, proportion des faciès d'écoulement, classe granulométrique conçoit par faciès par radier, linéaire de la zone de remous liquide. Ensuite, on a 4 fiches méthodes qui demandent un peu plus de temps. Donc là, on est entre 15 minutes et 1 heure de terrain et entre 20 et 30 minutes de bureau, toujours par une personne seulement. Donc on est sur tout ce qui est taux d'étagement, taux de fractionnement, caractérisation de la bande riveraine et cartographie des faciès d'écoulement. Et ensuite, on va retrouver 5 fiches méthodes où là, il y a 2 personnes qui sont nécessaires ou du matériel spécifique. Donc là, c'est l'altitude du cours d'eau, donc la mesure sur le terrain, l'indice de sinuosité donc sur le terrain également, le profil en long, la méthode Woolman qui est toute simple mais qui est quand même beaucoup plus facile à 2, mesure de la granulométrie, et le fonctionnement de la passe à poisson adapté du protocole ICE.
Donc pour faire l'ensemble, la grande majorité des méthodes proposées par le guide, il faut à peu près ce kit de matériel. Donc l'idée c'est d'avoir un matériel pas trop coûteux et facilement accessible. Et on sait aussi qu'une partie des techniciens ont déjà une partie de ces matériaux. Donc l'idée c'est d'avoir un appareil photo, un GPS, une mire et un niveau optique au minimum, des décamètres, éventuellement des topophiles pour à distance, des réglets pieds à coulisses pour tout ce qui est mesure de la granulométrie, et enfin des logiciels de SIG. Donc il y en a beaucoup qui peuvent être payants. Là, nous, on utilise des logiciels gratuits type QGIS qui marchent très bien. Et par contre, il y a quelques protocoles qui sont proposés par le guide qui vont nécessiter du protocole spécifique, type pour évaluer le colmatage interstitiel avec des bâtonnets, avec une baramine trouée et une masse. On a du matériel spécifique pour la pêche électrique, en termes de matériel pour délivrer le courant, de matériel pour effectuer la pêche. Il faut également des habitations électriques. Pour les macro-invertébrés, il y a du matériel spécifique également avec des tamis, des filets sorbeurs, des compétences spécifiques pour conserver, pour trier. Et enfin, on peut avoir également des sondes thermiques et piézométriques qui peuvent être mis en œuvre. Donc l'idée, comme ça avait été rappelé, même si on part sur des suivis assez simples dans la majeure partie du cas, c'est bien d'intégrer qu'il faut consacrer du temps pour la réalisation des suivis, parce qu'un suivi, il y a une phase terrain, une phase de bancarisation des résultats, une phase d'analyse, de valorisation et de communication des résultats des suivis. Donc ça prend vite fait du temps. Donc l'idée, c'est que pour un gestionnaire qui mène des actions dans le cadre d'un CTMA, par exemple, c'est que la logique puisse mener à... Quand on a toutes les actions qui vont être menées sur le territoire, c'est d'arriver à définir dans un premier temps les niveaux de suivi par typologie d'opération. Donc là, on a pris un exemple. Imaginons toutes ces opérations-là. Les techniciens rivières s'étaient dit, voilà, c'est des opérations qui rentrent vraiment dans le guide. On n'est pas sur des atténuations d'altérations ponctuelles ou sur des pollutions ponctuelles. On est vraiment sur des actions de restauration à part entière. On a un certain nombre de points qui sont présents sur le bassin versant. On va se dire, les points bleus, on va faire des suivis techniques de niveau 1. Donc là, ça correspond à des petits aménagements piscicoles. Le suivi technique de niveau 2, on voit qu'il y a déjà beaucoup moins de points. Et là, on en a mis déjà peut-être beaucoup. Le territoire peut être très grand. C'est vraiment à titre d'illustration. On a un suivi technique de niveau 2. Et enfin, si vous avez quelques projets qui sont vraiment très, très, très ambitieux avec peu de facteurs limitants ou des facteurs limitants limités, il y a possibilité de mettre en place le suivi scientifique minimal, sachant que s'il y a un site déjà sur votre territoire où on réalise ce protocole-là, c'est déjà beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Oui. Oui, Oui. toujours. Oui. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. Allez-y. Je sais pas d'où ça vient. Ça vient du Finistère. Donc Sylvestre Boichard de l'EPAGA sur le bassin de l'Aulne. En fait, d'après ce que j'ai compris, vous définissez le niveau de suivi en fonction du gain écologique attendu. Avec cette notion de facteur limitant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque du coup de faire des suivis de faible niveau là où on sait peu de choses et où en fait on va pas pouvoir observer beaucoup de gains, mais parce qu'on aura mal évalué les facteurs limitants. En fait, ça peut être intéressant d'avoir un suivi poussé même si on a des facteurs limitants. Je ne sais pas si c'est clair. Effectivement, c'est une bonne question, mais comme on l'a rappelé tout à l'heure, les niveaux, c'est vraiment un croisement entre l'ambition et les facteurs limitants. Donc, comme on voyait dans le tableau, on peut avoir des facteurs limitants forts, mais si on a quand même une ambition forte, on va quand même mettre en place des suivis intermédiaires qui permettent d'apporter vraiment une bonne partie des questions qu'on peut se poser dans la mise en œuvre des suivis. Après, ce qui a été rappelé, c'est que les facteurs limitants, ils vont surtout limiter la réponse biologique du système. Donc si on souhaite valoriser les résultats biologiques, si on met en place par exemple une recharge granulométrique, et alors qu'on sait qu'à l'amont il y a une station d'épuration qui est encore problématique ou qu'il y a des étages très sévères, on sait dès le départ que les effets biologiques vont du mal le système va avoir du mal à répondre tant que l'autre facteur limitant n'a pas été mis en place.
Ce qui fait que quand on met en place de la restauration de la morphologie des cours d'eau, on joue sur le paramètre morpho. Donc c'est pour ça qu'on a envie de comprendre comment la restauration a permis d'améliorer le milieu physique. Et effectivement, on préfère essayer d'être plus démonstratif sur les cas où il y a moins de facteurs limitants pour voir vraiment la réelle réponse de la morpho sur la biologie. Ouais. Mais en fait, oui, mais en fait, souvent, on sait pas réellement quels sont les facteurs limitants. Enfin, on se pose souvent beaucoup de questions et c'est vrai que d'avoir un suivi poussé, ça peut permettre de mieux comprendre pourquoi on n'a pas eu on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. C'est vrai aussi, c'est pour ça que, en fait, ce qui est fourni dans le guide, c'est pas une solution clé en main qui dit là il n'y a pas de facteur limitant, là il y en a beaucoup, là il y a un peu. C'est vraiment une aide à la décision pour que déjà le technicien rivière sur son territoire ou le bureau d'études s'interroge sur le fait que voilà, est-ce qu'il identifie déjà des facteurs limitants? Quels sont les facteurs limitants qui sont susceptibles de rentrer dans la mécanique du cours d'eau et d'empêcher les résultats attendus? Et c'est un pré-guidage. Par contre, on risque d'avoir quand même des suivis ambitieux. On risque d'avoir des projets où au début, on aura identifié des facteurs limitants faibles, où on va mettre un suivi assez robuste, assez ambitieux, et le suivi, pour ces cas-là, permettra de mettre en évidence les facteurs limitants, en fait. Mais c'était juste pour pas mettre tous les moyens des suivis sur pas des causes perdues, mais sur des sites où on sait que les facteurs limitants vont empêcher les résultats rapides en termes de réaction biologique. D'accord. Ouais, c'est pour faire une première hiérarchisation. Est-ce que je peux juste par rapport au suivi scientifique minimal, moi je dirais que c'est un peu un pari en fait qu'on fait parce qu'on va s'engager sur quelque chose d'assez lourd et coûteux. Et en fait c'est un pari qu'on fait au départ de se dire est-ce qu'on a des chances d'observer quelque chose ou pas trop? Et en fait très clairement il y a eu des sites où on s'est engagé et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait une qualité d'eau qui était limitante et que finalement les résultats ils n'étaient pas aussi bons qu'attendus. Et c'est vrai que du coup pour les gestionnaires et tous les gens qui se sont impliqués, c'est vrai que c'est un petit peu décevant quoi. Mais en fait c'est un pari quoi. Il y avait une question de Laetitia. Merci Marlène. C'était juste une question, alors j'ai peut-être pas tout compris, sur vos fiches méthodes, les 13 fiches méthodes, ça faisait plus le lien à des paramètres morpho, mais moins sur des processus qu'on peut avoir en rivière, et c'est peut-être ceux-là qui sont peut-être difficiles à suivre ou à appréhender ou à mesurer. Et, j'avais l'impression que c'était quand même très paramètres morphologiques. Voilà. Effectivement, vu que c'est des suivis qui se veulent assez simples et assez basiques, pour le moment, en l'état actuel des connaissances, c'est des suivis essentiellement description physique et surtout hydromorphologique, effectivement. Et surtout plutôt morphologique. Et par contre, à terme, il y aura peut-être des suivis qui pourront intégrer ce guide, parce que c'est un guide qui est censé évoluer, mais il faut attendre que les travaux universitaires des chercheurs puissent arriver à vraiment montrer si c'est des suivis vraiment simples à mettre en place et comment exploiter les résultats de nouveaux indicateurs simplifiés, on va dire. Merci. Alain ? Oui, j'avais une réaction par rapport à la remarque de Marlène sur le suivi scientifique. Il n'y a pas de pari dans un suivi scientifique. C'est-à-dire que à partir du moment où le suivi est effectué et puis qu'il y a des données, c'est intéressant. C'est pas parce que justement, si on démontre que le facteur limitant, parce que on pose la question où sont les facteurs limitants derrière. Donc si on voit qu'il y a un facteur limitant qui est la qualité d'eau ou le réseau de drainage qui, en fin de compte, contraint trop fortement l'opération, à un moment donné, il faut bien le démontrer pour que mettre les choses à plat, et c'est en soi quelque chose d'intéressant. Donc faire un suivi scientifique, c'est effectivement comprendre les processus et comprendre les facteurs limitants. Donc s'il y en a des beaux, nous on est d'accord, hein, faut suivre. Hein. Je pense que par rapport à ta remarque, Alain, il y a effectivement deux choses à séparer. Les suivis sont toujours intéressants, notamment pour l'avancée des connaissances scientifiques, mais c'est vrai que si on met en place un suivi très lourd qui est soutenu par les élus d'un CTMA, si on sait dès le début qu'on a des facteurs limitants très forts et qu'on va avoir du mal à montrer des résultats biologiques nets,
les élus vont avoir du mal à comprendre. Déjà, c'est pas évident d'expliquer en fait à certains élus l'intérêt des suivis et la nécessité d'engager des moyens financiers dans le temps pour vraiment réussir à mettre en place des suivis intéressants. Donc si au final, ils voient pas les résultats qu'ils attendent, certes, au niveau scientifique, c'est très intéressant parce qu'on a besoin aussi de ces résultats, mais c'est peut-être moins dans le cadre des CTMA que ces projets doivent être ciblés en direct. Oui, mais c'est le terme scientifique. Si vous dites scientifique, tout est intéressant. C'est le, je veux dire, c'est là-dessus que j'insiste, hein. Parce que peut-être que pour les élus. Peut-être que pour les élus, c'est intéressant de bien comprendre où se trouve le problème. Parce qu'ils ont peut-être l'illusion que en jouant sur les paramètres physiques de la rivière, on atteint un certain état, mais ils ont peut-être pas bien compris tout ce qu'il y avait autour. Voilà, c'est plus cette remarque-là pour les suivis scientifiques, on est d'accord, hein. Et juste pour rebondir sur ce point, c'est vrai que ce qu'on explique aux élus dans les réunions techniques et pédagogiques, c'est qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte dans le fonctionnement d'un cours d'eau. Il y a des facteurs morphologiques, des facteurs de qualité d'eau, des facteurs de perturbation avec certains types d'espèces. Donc, comme on parlait tout à l'heure que c'était difficile de séparer les effets d'une restauration quand on fait des restaurations combinées et avec plusieurs techniques, c'est pareil pour un élu. Si on a des suivis lourds sur des sites qui incluent des facteurs multiples qui interagissent dans le fonctionnement du cours d'eau, c'est pas évident pédagogiquement à faire comprendre ça aux élus, en fait. Oui, oui, il y a une question au fond de la salle aussi. Oui, Yvan Bernays, Campus Ouest. J'avais justement une question sur ce cumul des travaux, parce que si dans un cas, par exemple, d'un arasement de seuil, on peut imaginer une remise dans le Talweg derrière et du reméandrage par-dessus, comment c'est envisagé dans votre méthode? Un cumul de ce type de fiches, ou de travaux. En fait, dans la méthode, il y a des méthodes qui sont proposées pour chaque type d'opération. Et effectivement, on est conscient qu'il y a beaucoup d'opérations qui peuvent être mixtes. Par exemple, quand on fait il y a des sites où on prévoit de faire de la restauration morpho, où au final, on va avoir de la recharge granulométrique, du déblai-remblai, et en même temps, on va avoir un travail sur la diversification des faciès d'écoulement. Donc en fait, quand on regarde les différentes fiches, on compare les différents indicateurs et on peut les superposer en fait. Ils sont vraiment superposables, mais par niveau en fait. On reste sur les niveaux 1, niveau 2, et on les agrège si besoin. Sachant qu'on va juste l'expliquer après, mais pour les indicateurs de niveau 2, c'est la personne en charge du suivi qui va sélectionner les indicateurs de niveau 2 qu'il souhaite utiliser pour répondre à telle hypothèse ou à essayer de mettre en œuvre tel objectif. Et du coup, ça complexifie le retour d'expérience par rapport au suivi pour essayer d'extraire la remarque que faisait Alain Kraft tout à l'heure. Oui, et effectivement, c'est pour ça que ce sera une bonne remarque à intégrer, notamment dans les discussions de cet après-midi pour la bancarisation. Parce que si on bancarise les résultats du suivi, il faudra également réussir à bien bancariser les typologies d'actions réalisées pour arriver à bien appréhender cet effet cumul des typologies d'opérations sur un linéaire ou un point donné. Ouais, c'est une bonne remarque. On en reviendra cet après-midi, je pense. Oui, parce que cette question de cumul, elle est importante. Quand tu disais tout à l'heure, par exemple, on enlève on recale juste une buse, donc c'est un niveau faible. Mais si tu recales, je sais pas combien de buses sur un cours d'eau, l'effet va pas être le même et vous ne prenez pas du tout en compte cette notion de cumul sur le linéaire. Et même dans les travaux, là, quand on voit sur un bassin comme ça, un chantier peut avoir des conséquences sur les chantiers en amont aussi, et que du coup les résultats seront pas les mêmes si tu as fait ou pas ce chantier-là, quoi. Oui, c'est pour ça qu'en fait, quand on parlait des résultats de ce guide de suivi, on parlait d'aménagement qui avait des effets plutôt à l'échelle du segment sur lequel on intervient. Si on est vraiment sur des programmes très ambitieux avec des nombres de points aménagés ou des linéaires aménagés qui deviennent conséquents, là, il faut se tourner dans certains cas vers le suivi scientifique minimal et dans d'autres cas vers des suivis spécifiques de niveau 2 qui pourraient être adaptés à l'intensité des travaux mis en œuvre. Ouais. De plus en plus, effectivement. Ouais. Là, on le verra par la suite. En fait, là, c'est la première version du guide qui intègre déjà, du fait des différents techniciens rivières qui ont échangé à la construction de ce guide, à ces différents aspects. Mais le guide va encore évoluer dans l'année pour essayer d'intégrer vraiment les problématiques des territoires.
Oui, juste pour compléter, Stéphane Renou du syndicat Loire-Aval. En fait, il y a ces suivis, je dirais, à l'échelle des travaux. Ensuite bancarisation et ensuite valorisation de la donnée. Donc c'est aussi dans le cadre de l'interprétation et du croisement des informations qu'on arrivera à avoir une vision peut-être plus globale sur une échelle de synthèse à l'échelle du bassin versant, de la masse d'eau, et qui permettront d'apporter je pense, une vision beaucoup plus intéressante pour le coup sur l'évaluation du programme que l'évaluation des travaux en tant que tels, quoi. Sachant que sur tous les points de bancarisation, on va avoir plusieurs présentations cet après-midi. Donc on va vraiment revenir sur ces aspects et sur les questions qui ont été posées. On va poursuivre avec... on va poursuivre avec quelques exemples. Donc là, c'est pour rentrer plus dans le détail, pour voir qu'est-ce qu'on entend par niveau de suivi 1 et niveau de suivi 2. Donc pour essayer d'être pédagogique, parce qu'on ne peut pas expliquer tout le guide dans une présentation d'1h15, on va déjà essayer de voir que pour une même opération, qu'est-ce que c'est les deux niveaux de suivi proposés pour une même opération. Là, on vous présente un petit ouvrage sur un cours d'eau de 3-4 mètres de large, un ouvrage qui fait moins de 50 cm de hauteur de chute. Donc pour ce type d'ouvrage, le suivi de niveau 1 proposé, c'est des photographies avant et après travaux. Ça, c'est déjà souvent réalisé. C'est des hauteurs de chute réalisées à l'étiage avant, après travaux, pour voir si on passe de, par exemple, 0,47 à 0 ou de 0,47 à 0,22, voir vraiment quel est le gain qu'on a eu en termes de réduction des hauteurs de chute. On regarde aussi quel est le linéaire amont réouvert à la circulation piscicole. Ça peut aller jusqu'aux zones de colonisation connues à l'amont, ou alors jusqu'au prochain ouvrage infranchissable sur le bassin. On a également le linéaire de zones de remous liquide et ou solide qu'on récupère. Donc quel est le linéaire d'écoulement libre qu'on va regagner après aménagement. Et enfin les proportions de faciès d'écoulement. Donc là c'est juste une description du suivi qui est assez rapide à mettre en œuvre pour un ouvrage donné. Donc pour les mêmes travaux, donc la même fiche, on aura un niveau de suivi 2. Donc en fait il faut bien comprendre que toutes ces méthodes, elles sont bien complémentaires au niveau de suivi 1. Et en fait, il y a beaucoup de méthodes à chaque fois qui sont décrites dans le niveau de suivi numéro 2. Mais en fait, c'est bien des méthodes qui sont au choix du gestionnaire, selon le contexte local, les enjeux, etc. Donc là, par exemple, pour l'arasement partiel ou total d'un ouvrage inférieur à 50 cm de chute, on va pouvoir faire, on vous conseille par exemple de faire le protocole donc ICE, avant-après travaux, le taux d'étagement, le taux de fractionnement est possible aussi, la cartographie des faciès d'écoulement, donc quelque chose qui est quand même un peu plus fin que la proportion des faciès d'écoulement, le profil en long des profils en travers, les classes granulométriques que vous allez pouvoir retrouver sur les radiers ou par faciès après travaux, un petit indice de colmatage, les habitats complémentaires que vous allez pouvoir retrouver, et éventuellement les macro-invertébrés ou ichthyophones si vous avez des enjeux particuliers, mais là, ces deux protocoles-là nécessitent vraiment plus de matériel, plus de compétences, etc. Donc là, l'idée c'est qu'on est sur un autre cas de figure, c'est pas pour montrer les deux types de suivi, c'est pour montrer que pour des opérations de nature différente, des opérations de continuité et de restauration morphologie, c'est pas le même suivi qui est proposé. Donc l'idée du guide, c'était d'essayer de faire un peu plus des suivis sur mesure, de pas arriver avec une palette de suivi commun pour tout type de travaux. Là, on a l'exemple d'un ouvrage supérieur à 50 cm où il y a un projet d'aménagement dessus. Donc on va prendre en variable de niveau 1 notamment la hauteur de chute, le linéaire amont réouvert à la circulation piscicole, le taux d'étagement, le taux de fractionnement, le linéaire de la zone de remous. Donc ça, c'est des mesures vraiment spécifiques au projet relatif à la continuité écologique et qui permettent vraiment d'appréhender la nature des modifications. À l'inverse, si on est sur un suivi de niveau 1 et 2 pour de la recherche du matelas alluvial, on va voir que pour les suivis de niveau 1, on va plutôt chercher à décrire le linéaire cumulé des travaux, l'évolution des profils en travers entre l'état initial et l'état final, l'évolution de la granulométrie des radiers,
les proportions de faciès d'écoulement et les ruptures d'écoulement constatées avant et après travaux. Donc on voit vraiment qu'on a des suivis proposés pour chaque typologie d'ouvrage. Les suivis sont adaptés aux typologies d'ouvrages présentées. Donc ensuite, c'est une partie qu'on n'a pas encore développée vraiment dans le guide, c'est tout ce qui est, les résultats, la valorisation possible. Donc en fait, on a pris en exemple certains suivis que nous, on peut faire au quotidien et on a essayé de regrouper ça dans une petite fiche pour vous montrer ce que ça pourrait donner et qu'au final, ça peut vous paraître beaucoup, tous les méthodes qui sont demandées au niveau 1 et proposées au niveau 2, ça peut vous sembler beaucoup par rapport au temps que vous avez, aux moyens que vous avez. Mais au final, c'est peut-être pas tant que ça. Donc, par exemple, là, on est sur un ouvrage en Mayenne. Donc en fait, on voit qu'au niveau de suivi 1, donc c'était un arasement partiel. Au niveau de suivi 1, donc oui, par travaux qui ont été faits par le syndicat de bassin pour l'aménagement de la rivière de l'Ernée. Donc niveau de suivi 1, on demandait donc photographie. Donc vous voyez, en fait, il suffit juste d'une petite photo avant-après. Le mieux, c'est quand même d'avoir le même point de vue, etc., ce qu'on n'a pas forcément là, mais normalement, on demande le même point de vue. Donc voilà, il suffit d'une petite photo avant-après. Hauteur de chute, donc là, on l'a. Avant 1,60 m, ensuite 0,38 m. Le linéaire amont réouvert à la circulation piscicole, donc là il est supérieur à 1 km. Et on a également là pris le linéaire d'écoulement libre récupéré qui est de 590 mètres. Donc voilà, il suffit de petits chiffres comme ça. Et là on a choisi en niveau de suivi 2 de réaliser le protocole ICE. On voit le résultat sur le tableau à droite. Autre résultat envisageable, donc là on est dans le 35 sur le bassin versant de la Seiche, encore une fois. Et donc là, on a pu réaliser une étude. Donc il y a eu un déplacement du lit du cours d'eau et reméandrage sur le cours d'eau de la Blanchetais. Et donc on voit qu'au niveau de suivi 1, on a fait des photographies, donc avant, pendant, après les travaux. On a fait on a donné le linéaire cumulé de travaux. Donc là, voilà, tout simplement 300 mètres linéaires. Le coefficient de sinuosité, donc il suffit de le calculer, donc c'est relativement simple. Les profils en travers, on voit les résultats dans le carré à gauche. Donc on a mis que une donnée pour 2014, une donnée pour 2017, mais on en a fait plusieurs. Hein. Les proportions des faciès d'écoulement qu'on voit en bas à droite. Et on a choisi de également faire la cartographie des faciès d'écoulement. Donc là, qui a un niveau de suivi numéro 2. Et là, en fait, on voit que ces deux méthodes-là sont vraiment complémentaires. Parce qu'on peut voir sur les proportions à droite qu'au final, ces proportions ne changent pas énormément, à part un effet quand même notoire, c'est qu'on récupère à peu près un peu plus de 9% de mouille de concavité, en sachant que le cours d'eau de la Blanchetais, il est relativement sensible aux ASEC. Donc là, en fait, on a redonné, grâce aux travaux, un pouvoir de résilience et une meilleure résistance du cours d'eau aux ASEC, de par ces mouilles de concavité qui sont revenues. Donc ça, on le voit grâce aux proportions des faciès d'écoulement. Mais ce qu'on voit vraiment en plus, grâce à la cartographie, déjà, on voit la tête du cours d'eau avant, après. On voit vraiment la différence. Et en plus, on voit que vraiment, les faciès sont revenus et qu'il y a vraiment une succession de faciès qui est très intéressante sur le cours d'eau qui est restauré, donc bien sûr qui est en bas par rapport au cours d'eau avant. Et donc on voit vraiment la succession de tous ces faciès. Et donc là, ce qu'on voit pas forcément en fait dans les proportions, on le voit sur la cartographie. Et en plus de ça, on a pu voir qu'on a récupéré, on a créé 73 mètres de cours d'eau sur cette opération-là. Vous avez peut-être des questions par rapport à cette première partie? Oui. Oui, c'est sur certaines méthodologies que vous avez proposées. Je vais prendre celui des faciès. Pour faire des pourcentages de faciès, est-ce qu'il ne faut pas faire la cartographie, simple, c'est-à-dire que en fait, c'est un petit peu la technique qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que il y a des fois, on se dit, voilà, on va faire un truc très simple, genre présence, absence de poisson ou pourcentage de faciès. Pour avoir des chiffres fiables, de toute façon, il faut presque faire la cartographie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour certaines méthodes, d'inciter à faire plutôt la méthode dite plus contraignante, mais qui en fait en termes de temps, parce que souvent pour les gens c'est du déplacement, c'est aller sur place, et après ça prend guère plus de temps de faire la cartographie et les mesures, parce que pour faire les pourcentages, je suppose que c'est pas de l'estimation visuelle comme ça. Et sur pas mal de méthodes, je pense que certaines méthodes simplifiées
il faudrait presque rien de plus pour avoir une méthode beaucoup plus fiable en termes de résultats, et c'était savoir si vous analysiez un petit peu ou si ce serait possible d'en parler dans votre guide, parce que il y a des fois on se dit s'ils avaient fait ça, ça leur aurait pris 10 minutes de plus et on aurait des données fiables, quoi. C'est sûr que pour pas mal de méthodes, il y a plusieurs niveaux et que c'est toujours mieux de faire plus. Mais en fait, à dire ça à toutes les méthodes, au bout d'un moment, ça fait pas mal de temps en plus. Et là, la vraie différence entre proportion et cartographie, c'est que la cartographie, ça demande quand même une analyse SIG. Et donc, ça demande d'utiliser le logiciel QGIS, donc qui est assez facile à mettre en œuvre quand on connaît bien, etc. Enfin, un SIG, voilà, faut quand même le faire. Ça demande quand même un petit temps. C'est-à-dire que à chaque fois, nous, la méthodologie, c'est que déjà, il faut un GPS, avoir des points GPS. Après, donc intégrer toutes ces données-là GPS dans le PC et de prendre en fait donc le linéaire de chaque faciès au décamètre et avec les points GPS de noter, donc là c'était telle faciès de telle longueur, et ensuite sous SIG, il n'y a pas d'autre moyen que de découper le linéaire SIG et de le faire à la main et de réaliser ça. Donc en fait ça prend un peu de temps de faire cette cartographie sous SIG. Juste pour compléter, parce que là on est sur des très petits cours d'eau, des cours d'eau d'à peu près 1 mètre de large, ce qui fait que la précision des GPS qui sont utilisés par nos services et dans les différents contrats sont pas suffisants. Autant si on avait été sur un cours d'eau de 5-6 mètres de large, il n'y aurait pas eu de souci, les points GPS suffisent et on n'a pas besoin de s'embêter à prendre les mesures au décamètre, on a suffisamment de finesse, on va dire que les erreurs standards de GPS sont, 3 mètres. C'est raisonnable. Mais pour des cours d'aussi petits, on l'a testé plusieurs fois, ça marche pas du tout. Ouais. Et c'est quoi vos estimations en pourcentage? C'est juste pifométrique, on dit j'ai tant de pourcents de ça, ça et ça. Non, c'est vraiment... C'est métré quand même. C'est vraiment métré, mais on fait pas l'étape de cartographie. Mais c'est métré. Ah d'accord, oui. Bon, j'ai un peu de mal à... Donc sur le terrain, ça ne prend pas plus de temps. Et les données, elles existent malgré tout, si un jour on veut les organiser. C'est ça, c'est au bureau la que phase ça de prend, terrain... plus de temps, Ok. Voudrait... C'est globalement, moi, mon propos était sur le fait que parfois de passer un tout petit peu plus de temps sans que ça soit, parce que, enfin, je sais pas, moi j'ai fait de la carto d'habitat, alors peut-être vous allez me dire, je suis de la vieille école, mais il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas ni GPS ni SIG à l'époque, et ça on pouvait faire de la carto. Maintenant, effectivement, on les bancarise et on les passe sous GPS, mais en tout cas, les données, elles existent, même si elles sont pas valorisées. Oh. Là, pour cet exemple, les données seraient bien présentes. Mais après, effectivement, c'est dans les discussions qu'on avait eues avec les techniciens rivières qui disaient que voilà, si on propose que des méthodes qui sont un peu mieux, mais un peu plus longues, au final, quand on va tout cumuler, les temps sont assez contraints en fait dans les différents postes qu'on a entre le suivi de chantier, les suivis des travaux, les différentes réunions, les missions classiques d'un technicien rivière. Il fallait vraiment arriver à différencier des temps de suivi différents. Ouais. Mais je comprends bien la remarque. Ça vaudrait le coup de développer des outils mobiles, du coup, enfin, des outils type, tablette avec des saisies en direct de plus en plus. Les temps bureaux sont importants de saisie, et des fois maintenant avec ces outils-là, on pourrait gagner du temps, et développer un seul outil mobile qui puisse être utilisé par tout le monde, parce que si chacun commence à le mettre en place, enfin, sur la cartographie des habitats, donc pour les migrateurs, avec la Fédé, on a développé un outil mobile, donc et je pense que ça pourrait être intéressant d'aller jusque là dans les réflexions, quoi. Je pense notamment dans les perspectives de la bancarisation, si on veut que la bancarisation se fasse vite et bien, à terme, ce sera pas forcément demain, mais à terme, ce serait vraiment intéressant d'y réfléchir. Est-ce que c'est possible de se doter d'outils mobiles, et si oui, lesquels, et comment faire pour que ce soit gagner du temps? On va passer à la partie perspective. Donc ça va un peu faire la transition vers les différentes réunions qu'on va avoir cet après-midi. Donc c'est essentiel d'avoir vraiment un outil homogène de bancarisation des résultats des suivis. Pourquoi? Pour réussir à faciliter la saisie, pour faciliter l'analyse, et à terme, comme ça a été rappelé par plusieurs d'entre vous, pour arriver à faciliter la valorisation à long terme et surtout d'éviter des pertes de données
on a tellement vu de classeurs remplis avec des données de suivi où on avait du mal à les intégrer, à les retranscrire, à les traiter. Il faut vraiment que si on arrive à construire cette démarche commune, que dès le début, on arrive à se doter d'outils de bancarisation des données qui soient assez efficaces. Donc il y a eu des premières réflexions qui ont eu lieu sur les critères à faire rentrer dans une base de données, mais là c'est que des premières réflexions, et c'est pour ça qu'on va se diriger progressivement vers un deuxième groupe de travail spécifique à la création d'un outil de saisie. Donc on fera un peu comme ça avait été réalisé en 2015, où on demandait aux bonnes volontés de venir participer à la première rédaction d'une version 1 d'un guide. Tous les gens qui sont intéressés pour réfléchir aux outils de saisie ou vraiment à comment mettre en place un bon outil, qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir enfin, qu'on prenne tous les noms, et on prévoira une seconde réunion. Ça sera reprécisé certainement aussi via les échanges de cet après-midi. Donc on vous remercie beaucoup de votre attention et on vous laissera les PowerPoint avec les références en fin de diapositive.